La rivière Sahel s'est immobilisée en quelques minutes, un arrêt net qui brise un ordre hydrique vieux de plusieurs décennies. Pourtant, derrière cette rupture soudaine, un chiffre frappe. Alors que les vannes se ferment, plus de 80% des recettes de l'eau continuaient, jusqu'à l'instant d'avant, à partir vers des entreprises étrangères. Ce décalage brutal soulève une question directe pour celles et ceux qui attendent d'Ibrahim Traoré un véritable contrôle national de la ressource. Que change réellement cette coupure? Dans cet instant suspendu, une transformation plus profonde commence à s'esquisser. La fermeture des vannes n'a pas seulement figé un fleuve, elle a installé une promesse explicite, celle de rendre aux Burkinabés le contrôle d'une ressource qui structure l'agriculture, les villes et l'équilibre social. Cette promesse porte un bénéfice clair formulé en une ligne: rendre souverain un système hydrique longtemps piloté de l'extérieur. Mais ce geste ouvre également une zone de tension, car chaque goutte d'eau du Sahel s'inscrit dans un réseau de contrats hérités, de dépendances technologiques et de regards internationaux scrutant la moindre variation. Tandis que les archives révélées exposent la profondeur de la dépendance passée, l'initiative d'Ibrahim Traoré fait naître une attente collective. La souveraineté pourra-t-elle survivre au retrait des entreprises étrangères et au gel des financements? Un micro-hook surgit alors, suspendu entre espoir et risque. Si la gouvernance de l'eau se déplace réellement vers l'intérieur du pays, quelle chaîne de conséquences cela déclenchera-t-il dans une région où l'équilibre politique demeure fragile? Le premier basculement apparaît dès l'accès aux documents hydriques. Plus de 80% des recettes issues des contrats d'eau cathédrale avaient été captées par des entreprises étrangères, révélant une dépendance restée invisible pendant des années. Cette donnée, longtemps enfouie dans les annexes, change soudain l'échelle de lecture du geste présidentiel et redessine le cadre même dans lequel s'inscrit la fermeture des vannes. À partir de cette révélation, la décision d'Ibrahim Traoré cesse d'être un simple acte technique pour devenir une rupture avec un système contractuel façonné depuis l'époque coloniale. Les archives consultées par les autorités burkinabées montrent qu'une entreprise européenne basée en Suisse détenait non seulement les brevets des technologies d'irrigation, mais aussi le monopole sur la collecte des données hydrographiques. Dans ces conditions, chaque ajustement du débit, chaque estimation de crue et chaque opération de maintenance dépendait mécaniquement d'informations produites hors du territoire, verrouillant le pays dans un modèle d'obéissance silencieuse. Lorsque la fermeture des vannes intervient, l'effet immédiat n'est donc pas uniquement symbolique. Il rompt une architecture entière de contrôle où les décisions locales restaient subordonnées à des structures extérieures capables d'influer sur l'économie agricole et la stabilité sociale. Les réactions internationales, qualifiant parfois l'acte de sabotage, expriment la crainte de perdre un levier stratégique plus ancien que les accords eux-mêmes. Dans les rues de Ouagadougou, la scène contraste nettement avec ces réactions. Les habitants perçoivent la décision comme une reprise de dignité et un premier geste vers une autonomie longtemps considérée comme inaccessible. Les rassemblements spontanés, les équipes locales inspectant barrages et stations de pompage, et les communautés rurales mobilisées autour des points d'eau montrent à quel point la souveraineté hydrique n'est pas seulement un enjeu politique, elle devient une expérience vécue. Ce changement de perspective installe le véritable décor de la suite. La bataille autour de l'eau ne relève plus du seul dossier technique, mais marque le début d'un réalignement profond dont les effets dépasseront largement les frontières du Burkina Faso. Le lendemain de la fermeture des vannes, une figure longtemps restée en marge des récits officiels apparaît au premier plan.
celle des ingénieurs et techniciens locaux dépêchés sur les barrages et les stations de pompage. Leur rôle n'est plus seulement technique, ils deviennent les premiers témoins d'un système qui bascule. Chaque inspection, chaque relevé, chaque remise en marche d'une pompe abandonnée montre à quel point la gestion hydrique avait été façonnée par des protocoles extérieurs, souvent inadaptés aux réalités du terrain. À Ouagadougou, un microcase se répète dans plusieurs quartiers. Des équipes locales arrivent au lever du jour, ouvrent les panneaux de contrôle et redémarrent des installations restées figées pendant des années. Autour d'eux, des commerçants et des enseignants observent, les charpents échangent et expliquent à leurs voisins ce que représente ce retour au pilotage interne. Une forme de pédagogie spontanée s'installe, presque instinctive, comme si la réappropriation du réseau hydraulique devait d'abord se comprendre par le geste. Dans les zones rurales, un autre microcase émerge. Des communautés se rassemblent autour des points d'eau stratégiques pour assister les équipes, surveiller les installations et sécuriser des infrastructures longtemps gérées à distance. Ces scènes, modestes mais répétitives, traduisent un même sentiment, celui de reprendre le contact avec un système dont les habitants avaient été progressivement écartés. La mobilisation est silencieuse mais déterminée, nourrie par l'idée que la souveraineté ne se décrète pas depuis les bureaux, mais se reconstruit à partir des lieux où l'eau circule réellement. Ces acteurs deviennent ainsi les guides de la transition hydrique naissante, révélant un point essentiel. La souveraineté commence au niveau des gestes concrets. Tout commence par un geste bref. Les vannes se ferment sans préavis, immobilisant en quelques minutes un fleuve chargé de décennies de contrôle extérieur. L'arrêt est mécanique, net, presque brutal. Les opérateurs quittent les sites. Les équipes locales se précipitent vers les barrages. Le pays entre instantanément dans un état de bascule. Le premier signal de rupture se lit dans les infrastructures. Des ingénieurs, des techniciens et des soldats inspectent les conduits, vérifient les capteurs, consignent les variations de pression. Chaque site révèle la même réalité, une architecture hydraulique longtemps pilotée depuis l'étranger, avec ses protocoles standardisés et ses données transmises hors du Sahel. La prise en main nationale se fait sous tension, mais elle se fait. Les équipes avancent d'un site à l'autre, sans pause, comme pour empêcher le vide technique de s'installer. À Ouagadougou, la nouvelle se répand en quelques heures. Les habitants quittent les marchés, les écoles, les ateliers. Ils se rassemblent le long des avenues centrales pour commenter le geste. L'enthousiasme domine. Beaucoup y voient la preuve qu'un pays longtemps fragmenté peut encore décider pour lui-même. Les slogans rappellent la mémoire coloniale et les décennies de dépendance hydrique. L'émotion devient publique, presque cérémonielle. Des foules chantent autour des stations de pompage réactivées. Le geste présidentiel se transforme en rituel collectif. Le choc extérieur, lui, arrive presque immédiatement. Les gouvernements européens publient des communiqués alarmistes. Le mot sabotage revient d'un communiqué à l'autre. Les chancelleries évoquent un risque d'instabilité régionale. Les marchés réagissent, le FMI gèle un prêt prévu pour la modernisation des infrastructures hydrauliques. Ce gel agit comme un deuxième choc, plus silencieux mais tout aussi lourd. Il retarde les chantiers programmés, bloque les investissements dépendants de la technostructure étrangère et accentue la pression sur les autorités. Dans les capitales occidentales, la fermeture des vannes est interprétée comme un point de rupture. L'idée que la rivière Sahel puisse échapper au contrôle des entreprises européennes fait ressurgir les inquiétudes géopolitiques du Sahel. Les termes se durcissent. Les mises en garde s'empilent. Les analystes prédisent des risques de pénurie, des tensions sociales, des ruptures logistiques.
l'Occident voit une menace là où les Burkinabés perçoivent une réparation. À l'intérieur du pays, la dynamique suit une toute autre trajectoire. Les manifestations grandissent, les partisans évoquent la nécessité morale de rompre avec un système hydrique longtemps imposé. Les communautés rurales, premières victimes de la rareté structurelle, voient dans cette rupture une promesse de rééquilibrage. Les scènes de soutien se multiplient de la capitale aux zones les plus éloignées. La souveraineté cesse d'être une idée abstraite. Elle devient une expérience visible, parfois fragile, parfois exaltée. C'est à ce moment précis qu'intervient une annonce décisive: la création d'une autorité fluviale entièrement sous contrôle national. Le message, porté publiquement par Ibrahim Traoré, change le statut de la fermeture des vannes. Ce n'est plus un acte isolé, c'est un projet structurel, une transition vers une gouvernance hydrique conçue depuis l'intérieur. Les manifestants y voient un signe de cohérence, les chancelleries y voient un point de non-retour. Le midpoint est atteint. Le flux politique ne reviendra pas en arrière. À partir de là, les événements se réorganisent en chaîne. Le retrait progressif des entreprises étrangères laisse un vide que les structures locales tentent d'absorber. Les pressions économiques s'accumulent. Les débats internationaux se durcissent. Le pays navigue entre tension et reconstruction, comme pris dans un étau où chaque décision accélère ou freine la trajectoire globale. La séquence entière compose un tableau dense, une rupture brève, une mobilisation populaire, un choc géopolitique, puis une incertitude ouverte. Un pays entre dans un cycle où chaque mouvement façonne la suite du récit collectif. Tout se structure autour d'un premier repère mesurable. Avant la fermeture des vannes, plus de 80% des recettes issues des contrats hydriques revenaient à des entreprises étrangères, révélant une captation économique presque totale. Ce pourcentage éclaire l'ampleur de la dépendance, car il montre qu'une ressource essentielle échappait structurellement à la décision nationale. Après la rupture, ce flux financier se redirige vers les institutions burkinabées, modifiant profondément la répartition interne des responsabilités. Chaque chiffre, extrait des documents hydriques, devient ainsi un indice concret de la distance entre le pays et la maîtrise de son fleuve. Le deuxième repère provient des archives contractuelles. Une société européenne basée en Suisse détenait les brevets des technologies d'irrigation utilisées sur la rivière Sahel, consolidant un monopole qui verrouillait l'accès aux solutions techniques locales. Cette dépendance technologique explique pourquoi chaque opération, du calcul des débits à l'ajustement des crues, restait coordonnée depuis l'extérieur. Le contrôle des brevets signifiait un contrôle de l'usage, et le contrôle de l'usage signifiait un contrôle de la marge de manœuvre nationale. Pour les ingénieurs burkinabés, cette contrainte formait un plafond invisible, difficile à franchir sans rupture politique. À ce cadre technologique s'ajoute le troisième repère déterminant. La collecte des données hydrologiques était assurée par des systèmes satellitaires gérés hors du continent africain, créant un flux d'informations dépendant d'infrastructures inaccessibles au pays. L'arrêt de ces transmissions au moment de la fermeture des vannes a produit un vide immédiat que les équipes locales ont dû combler dans l'urgence. Ce manque d'autonomie informationnelle explique la rapidité avec laquelle le gouvernement a réorganisé ses équipes sur le terrain. La dépendance aux données extérieures ne se limitait pas à un problème technique, elle influençait directement la capacité de décision politique. Ces trois chiffres, 80% des revenus captés à l'étranger, un brevet contrôlé depuis la Suisse et des données hydrologiques collectées hors d'Afrique, composent l'ossature de la justification politique présentée par Ibrahim Traoré. Il démontre que la fermeture des vannes n'a pas été improvisée,
mais pensée comme une réponse structurée à un ensemble de contraintes mesurables. Les réactions internationales, parfois virulentes, prennent un autre relief lorsqu'on replace ces données au centre du raisonnement. Elles ne contestent pas seulement la forme du geste, mais la perte d'un levier qui, pendant des décennies, avait permis d'orienter la gouvernance hydrique du Sahel. L'impact de ces preuves dépasse le seul cadre institutionnel. Les communautés rurales, confrontées quotidiennement aux limitations d'un réseau piloté à distance, ont découvert dans ces chiffres une explication concrète à la pénurie chronique d'eau. Les jeunes burkinabés, très présents dans les manifestations, y ont vu la démonstration tangible de la manière dont les structures extérieures façonnaient la vie intérieure du pays. Les données contractuelles ont ainsi cessé d'être un dossier administratif pour devenir un argument social. Les critiques occidentales insistent souvent sur le risque économique lié à la fermeture, mais le cœur du débat reste toujours le même. Qui contrôle la donnée? Qui contrôle la technologie? Qui contrôle la ressource? Les trois repères mis au jour permettent d'articuler ce débat sans spéculation en posant des balises concrètes. La rupture hydrique apparaît alors moins comme un pari que comme une tentative de corriger une asymétrie devenue insoutenable. Dans ce paysage recomposé, les chiffres ne sont plus de simples annotations contractuelles. Ils servent de colonne vertébrale au récit d'une transition. Ils permettent de comprendre pourquoi la souveraineté hydrique n'est pas un slogan, mais un chantier qui s'appuie sur des preuves, des repères et un besoin immédiat de rééquilibrage structurel. Les partisans de la rupture hydrique avancent d'abord un argument fondamental. Un pays qui ne contrôle ni ses revenus, ni ses technologies, ni ses données ne peut prétendre à une souveraineté authentique. Pour eux, la révélation des documents montrant que plus de 80% des recettes hydriques étaient captées par des entreprises étrangères constitue la preuve la plus solide que le système antérieur se maintenait sur une extraction systématique. Ils ajoutent que le monopole suisse sur les brevets d'irrigation et le contrôle extérieur des données satellitaires enfermaient durablement le Burkina Faso dans une dépendance technique. Dans cette lecture, la décision présidentielle n'a rien d'un geste impulsif. Elle se présente comme une correction nécessaire face à un modèle asymétrique ayant limité pendant des décennies la capacité d'action intérieure. Les critiques développent une thèse opposée. Ils considèrent que fermer les vannes sans solution technologique alternative ouvre une période de vulnérabilité immédiate. Les chancelleries européennes évoquent un risque de déstabilisation renforcé par le gel du prêt du FMI et le départ des entreprises étrangères. L'argument central repose sur un enchaînement logique. Si les infrastructures étaient jusque-là entretenues par des technologies brevetées et un flux de données extérieures, alors rompre d'un seul coup cet ensemble pourrait provoquer des ruptures logistiques difficiles à absorber. Ils craignent que la transition interne s'effectue trop vite dans un contexte de pressions économiques et diplomatiques grandissantes. Face à ces deux blocs argumentaires, la réponse la plus solide s'appuie sur les données même révélées avant la rupture. Les preuves accumulées montrent que la dépendance ne relevait pas seulement d'un coût matériel, mais d'un verrouillage complet de la décision, depuis le calcul des débits jusqu'à la répartition des recettes. En plaçant ces éléments au centre du raisonnement, la décision portée par Ibrahim Traoré retrouve sa cohérence. Elle ne prétend pas résoudre immédiatement chaque contrainte technique, mais ouvrir la seule voie permettant d'engager une reconstruction interne. La tension entre risque et nécessité ne disparaît pas, mais les données rendent visible l'enjeu véritable. Sans maîtrise économique, technologique et informationnelle, aucune transition durable n'était possible. Le centre bascule soudain.
L'annonce de la création d'une autorité fluviale entièrement nationale transforme la fermeture des vannes en projet structurel, changeant immédiatement le statut du geste initial. La séquence n'est plus l'histoire d'un arrêt technique, mais celle d'un État qui affirme qu'il pilotera désormais lui-même la gouvernance de l'eau. Les manifestants y voient une preuve de cohérence, tandis que les chancelleries européennes interprètent cette consolidation comme un point de non-retour. Cette révélation opère une bascule narrative. Ce qui semblait un acte unitaire devient le début d'une architecture institutionnelle conçue depuis l'intérieur du pays. La portée du geste change d'échelle, car la nouvelle autorité implique une réorganisation accélérée des ingénieurs, des techniciens et des forces de sécurité. Les équipes locales reprennent des tâches autrefois exécutées par les opérateurs étrangers, assumant en quelques semaines une charge technique accumulée depuis des décennies. Dans ce cadre renouvelé, la voix d'Ibrahim Traoré gagne en intensité, portant un discours où la souveraineté hydrique apparaît comme un processus continu, non comme une rupture isolée. Le midpoint révèle ainsi le cœur de l'enjeu. La transition n'est plus réversible et chaque décision suivante s'inscrira dans cette logique de reconstruction interne. Les répercussions immédiates de la fermeture des vannes se lisent d'abord au sein des institutions nationales. Les administrations hydrauliques doivent réorganiser en urgence leurs équipes pour remplacer les opérateurs étrangers qui géraient jusqu'ici les infrastructures. Les ingénieurs locaux prennent en charge la maintenance, la surveillance des débits et la relance des stations de pompage. Cette redistribution interne oblige les autorités à repenser les chaînes de responsabilité, à renforcer les capacités techniques et à accélérer la formation de nouveaux personnels. La création de l'autorité fluviale nationale apporte un cadre, mais la transition reste exigeante. Chaque décision demande une coordination plus dense qu'auparavant. Du côté des dynamiques économiques, les effets se déploient en plusieurs vagues. Le gel du prêt du FMI retarde les investissements destinés à moderniser un réseau déjà fragilisé, compliquant les chantiers prévus pour stabiliser l'approvisionnement urbain et rural. Le retrait des entreprises européennes laisse des installations sans maintenance, obligeant les structures locales à improviser des solutions intermédiaires. Des ateliers d'ingénierie et des coopératives tentent de combler le vide, mais la perte des technologies brevetées ralentit les opérations. Les tensions économiques se combinent ainsi à la pression diplomatique, donnant au paysage une instabilité persistante. Les impacts sur la vie des populations sont plus visibles encore. Dans les villes, les habitants suivent de près chaque évolution, conscients que la gestion de l'eau conditionne quotidiennement l'agriculture, l'hygiène et les activités professionnelles. Les discussions dans les marchés, les écoles et les quartiers traduisent un mélange d'espoir et de vigilance. L'acte est perçu comme une reprise de dignité, mais chacun mesure aussi la fragilité des premières semaines. Dans les communautés rurales, l'effet émotionnel est plus profond. Les habitants, longtemps confrontés à des restrictions hydriques, considèrent la rupture comme une réparation morale. Leur participation aux inspections locales témoigne d'une mobilisation nouvelle, attentive et déterminée. À l'échelle régionale et internationale, la réaction prend une orientation plus tendue. Les chancelleries européennes décrivent la décision comme un facteur de déstabilisation potentielle, renforçant les avertissements déjà exprimés au lendemain de la fermeture. Certaines capitales évoquent la possibilité de sanctions économiques supplémentaires, tandis que les entreprises étrangères suspendent ou retirent leurs opérations. Dans les pays voisins du Sahel, l'acte burkinabé suscite des lectures contrastées. Certains y voient une affirmation bienvenue contre les structures post-coloniales, d'autres redoutent une escalade diplomatique dont ils pourraient subir les contre-coups.
Cette divergence amplifie la fracture narrative entre la perception interne et la lecture extérieure du geste. À travers ces quatre cercles, institutions, économie, population et région, émerge une cohérence nouvelle. Les effets, parfois lourds, parfois porteurs d'espoir, révèlent une même ligne directrice. La souveraineté hydrique devient un chantier collectif. Le geste porté par Ibrahim Traoré inaugure une transition où chaque acteur, du technicien local au décideur politique, participe à une redéfinition progressive de la maîtrise de l'eau au Burkina Faso. Dans le scénario de base, le Burkina Faso parvient progressivement à absorber les chocs immédiats provoqués par la fermeture des vannes. Les premières tensions économiques, amplifiées par le gel du financement du FMI et le retrait de plusieurs entreprises européennes, commencent à se stabiliser grâce à la réorganisation interne des infrastructures. Les ingénieurs et techniciens locaux renforcent la maintenance des barrages, tandis que l'autorité fluviale nouvellement créée devient opérationnelle. Les partenariats régionaux restent encore timides, mais quelques discussions émergent autour d'une coopération hydrique au niveau sahélien. L'euphorie populaire se transforme en patience vigilante, laissant place à une phase de reconstruction modérée mais continue. Dans le scénario optimiste, la rupture burkinabé inspire un effet domino dans plusieurs pays du Sahel. Les gouvernements voisins, observant la portée symbolique et politique du geste, envisagent à leur tour un contrôle accru de leurs ressources hydriques. L'Union africaine organise des sessions de médiation pour structurer une approche collective permettant de réduire les tensions diplomatiques et de favoriser une gouvernance plus horizontale. Des investissements africains émergent pour compenser partiellement le retrait européen. Dans ce contexte, l'autorité fluviale nationale devient un modèle pilote démontrant qu'une gestion autonome est viable même face à des pressions extérieures. Cette dynamique pourrait fournir au pays un horizon de croissance interne plus solide où la décision portée par Ibrahim Traoré s'inscrit dans une trajectoire régionale de rééquilibrage. Le scénario pessimiste amplifie au contraire les inquiétudes exprimées par les gouvernements occidentaux. Les sanctions économiques se renforcent et le retrait des entreprises étrangères s'accélère, laissant des infrastructures critiques dans une situation délicate. Les tensions géopolitiques croissantes encouragent certaines puissances extérieures à soutenir discrètement des oppositions internes, tandis que les risques de pénurie hydrique commencent à se matérialiser dans certaines zones. Les capacités techniques nationales, encore en phase de consolidation, peinent à compenser la perte des technologies brevetées et des données autrefois fournies depuis l'extérieur. Le pays doit alors consacrer une énergie considérable à éviter un effondrement généralisé dans un paysage où chaque décision politique a des répercussions immédiates. À travers ces trois trajectoires, une même recommandation se dégage: analyser chaque évolution à travers le prisme de la souveraineté hydrique, car c'est elle qui conditionnera la direction réelle du pays dans les mois à venir. Dans les quartiers urbains, la fermeture des vannes a introduit un sujet de discussion quotidien. Les familles, les familles débattent chaque soir des changements possibles dans l'approvisionnement, conscientes que la gestion de l'eau structure autant la vie domestique que l'activité économique. Ce dialogue constant traduit une attente mesurée. Chacun espère une amélioration, mais personne ne sous-estime la fragilité de la transition. Le geste politique devient ainsi un prisme par lequel se redessine la manière de comprendre l'avenir immédiat. Dans les zones rurales, l'impact émotionnel prend une dimension plus profonde. Les communautés, souvent les premières confrontées aux restrictions hydriques, interprètent la rupture comme une réparation morale. Leur relation à la rivière Sahel n'est pas seulement utilitaire, elle s'inscrit dans une continuité culturelle et territoriale.
La fermeture des vannes réveille ce lien, donnant à la transition une signification intime. Les inquiétudes demeurent, notamment autour des conséquences économiques à moyen terme, mais la dignité retrouvée nourrit une mobilisation durable. Parmi les jeunes générations, l'effet est davantage politique. Les, les discussions sur les réseaux sociaux, dans les universités et au sein des associations illustrent un mouvement d'identification inédit. Pour beaucoup, la décision représente l'exemple concret d'une autonomie possible, même dans un environnement marqué par de fortes pressions extérieures. Cette perception nourrit un désir de comprendre les mécanismes de dépendance et d'imaginer des modèles alternatifs. Le débat gagne en profondeur, structurant peu à peu une conscience collective attentive à la question de la souveraineté. À travers ces trois cercles, une même dynamique apparaît. La fermeture des vannes ne se réduit plus à un événement institutionnel, elle devient une expérience partagée, capable de transformer la manière dont chacun se projette dans l'avenir du pays. La transition hydrique ne peut progresser sans une méthode clairement articulée. La première étape consiste à restaurer les infrastructures locales. Barrages, stations de pompage et réseaux d'irrigation doivent être réactivés par les ingénieurs nationaux. Leur mission, étalée sur les premiers mois, sera évaluée à travers la stabilité du débit dans les zones urbaines et rurales. Chaque amélioration observable constitue un indicateur direct de la montée en capacité intérieure. La deuxième étape vise à structurer une gouvernance régionale. Le Burkina Faso doit proposer aux pays du Sahel un cadre de coopération destiné à traiter collectivement les vulnérabilités hydriques. Les services diplomatiques sont chargés de rédiger les premiers protocoles dont l'efficacité sera mesurée par la signature d'accords et la création d'un mécanisme de suivi commun. L'objectif n'est pas d'unifier, mais d'aligner suffisamment les pratiques pour sécuriser les bassins partagés. La troisième étape porte sur l'accompagnement des populations. Les autorités prévoient de soutenir les communautés rurales via des techniques de purification accessibles, des formations locales et des programmes d'agriculture durable. Les résultats s'observeront à travers l'amélioration de l'accès à l'eau et la réduction des pénuries récurrentes. Le lien entre mobilisation populaire et stabilité hydrique devient ici une composante essentielle. La quatrième étape mobilise la dimension économique. Les structures nationales doivent diversifier les partenariats internes afin de réduire la dépendance aux technologies brevetées. Les ateliers d'ingénierie et les coopératives locales joueront un rôle clé, leur progrès étant mesuré par la capacité à maintenir les installations sans recours extérieur. À travers ces étapes, le discours porté par Ibrahim Traoré prend une forme opérationnelle. La souveraineté ne repose pas sur une proclamation, mais sur une série d'actions mesurables destinées à reconstruire, stabiliser et projeter un modèle endogène de gestion de l'eau. Au fil des jours, les scènes observées près des stations de pompage retrouvent une intensité singulière. À mesure que les équipes locales rouvrent les panneaux de contrôle et réactivent les installations abandonnées, un lien se tisse de nouveau entre les habitants et un réseau longtemps piloté depuis l'extérieur. À Ouagadougou, ces gestes ordinaires prennent une valeur symbolique. Ils rappellent que la souveraineté ne naît pas seulement des décisions nationales, mais des mains qui remettent en marche des systèmes fatigués. Dans les zones rurales, les communautés qui entourent les points d'eau poursuivent ce même mouvement, comme si chaque pompe réanimée réparait une part de mémoire collective. Cette reconnexion traverse la société entière et donne au geste d'Ibrahim Traoré une profondeur inattendue. L'acte présidentiel ne s'inscrit plus seulement dans un débat d'institutionnel, il devient une promesse fragile, portée par celles et ceux qui scrutent les premiers signes de stabilité hydrique. L'instant où l'eau recommence à circuler localement devient ainsi un repère partagé, presque intime. Une nation se reconstruit en reprenant ses gestes essentiels.
À l'échelle du Burkina Faso, cette transition encore instable ouvre un espace où chacun peut réapprendre à imaginer l'avenir. Et c'est dans ce mouvement lent, parfois hésitant, que la souveraineté trouve enfin sa forme la plus tangible. Le moment traversé par le pays dépasse désormais la seule question de gestion hydraulique. À Ouagadougou, comme dans les zones rurales, les discussions quotidiennes montrent qu'un véritable espace de réflexion collective s'est ouvert. Beaucoup découvrent que la souveraineté hydrique n'est pas une abstraction institutionnelle, mais une manière de reprendre pied dans un récit longtemps écrit ailleurs. Cette transition, encore fragile, devient une invitation à observer comment chaque geste, une pompe réactivée, un bassin contrôlé, un réseau stabilisé, participe à redéfinir la relation entre la société et ses propres ressources. Dans ce contexte mouvant, chacun peut contribuer à éclairer le débat, ne serait-ce qu'en partageant ses observations, ses doutes ou ses attentes. La conversation publique ne se limite plus aux décisions gouvernementales. Elle s'étend aux expériences vécues par les habitants, aux analyses partagées, aux regards portés depuis l'extérieur sur le Burkina Faso. Comment, en tant que lecteur, citoyen ou observateur, choisirez-vous d'entrer dans cette conversation collective sur l'avenir hydrique du Sahel?